D.B. Cooper. Vous avez probablement déjà entendu ce nom. Un homme d'âge moyen, portant une mallette et une note, qui a sauté en parachute d'un avion après avoir encaissé une rançon équivalente aujourd'hui à 1,6 million de dollars et qui n'a jamais été retrouvé. Plus de 50 ans se sont écoulés depuis la disparition de D.B. Cooper, et pourtant l'affaire continue de troubler les enquêteurs et de soulever d'innombrables questions. Serait-il encore en vie quelque part ? A-t-il survécu et vécu sous une nouvelle identité ? Pour comprendre ce mystère, revenons sur ce qui s'est passé la nuit de sa disparition. Le 24 novembre 1971, un homme portant une mallette embarqua à bord du vol 305 de Northwest Airlines, un court trajet de Portland à Seattle. Cooper occupait le siège 18E à l'arrière de l'avion. Une fois assis, il commanda un verre et alluma une cigarette. En 1971, non seulement il était possible de fumer à bord des vols commerciaux, mais on pouvait aussi se présenter à l'aéroport et acheter un billet au comptoir quelques minutes avant le départ, sans pièce d'identité. Il n'y avait ni contrôle de sécurité, ni portique de détection, et les passagers pouvaient emporter presque n'importe quoi, y compris des briquets et même des couteaux. En fait, la fin des années 1960 et le début des années 1970 sont souvent appelés l'âge d'or des détournements d'avions. Rien qu'en 1971, il y eut 15 détournements aux États-Unis, beaucoup à motivation politique. À 14h50, le vol 305 de Northwest Orient Airlines a décollé de l'aéroport international de Portland pour un vol de routine de 30 minutes à destination de Seattle. Environ 15 minutes après le décollage, Cooper fit un signe à l'hôtesse de l'air Florence Schaffner et lui remit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note affirmant qu'il avait une bombe. Schaffner s'assit ensuite à côté de Cooper, tandis qu'il ouvrait sa mallette. À l'intérieur se trouvait une grosse batterie, entourée de 8 bâtons de dynamite. Les exigences de Cooper étaient simples. 200 000 $ en espèces, soit environ 1,6 million de dollars d'aujourd'hui, 4 parachutes et un camion-citerne prêt à ravitailler l'avion à son atterrissage à Seattle. Il dit plus tard à Schaffner « All I have to do is attach this wire to this gadget here. And we all be dead. » Cooper fut méthodique dans la planification de son détournement et, pour le mener à bien, il monta à bord d'un Boeing 727-100. Cet avion possédait une caractéristique particulière, une sortie arrière, qui allait s'avérer cruciale pour plus tard dans la journée. Alors, pourquoi 4 parachutes ? C'est simple, pour s'assurer qu'on ne lui en remette pas un factice. En procédant ainsi, il fit habilement croire aux autorités qu'il prenait des otages, ce qui lui donna un moyen de pression et augmenta ses chances de s'échapper sans encombre. Florence Schaffner transmit le message de Cooper au cockpit et fut ensuite remplacée par l'hôtesse de l'air Tina McClough, qui resta avec Cooper pendant le reste du vol. À l'aide du téléphone de la cabine arrière, McClough transmit tous les messages de Cooper au commandant William Scott tout au long du détournement. Pendant près de 2 heures, le vol 305 tourna au-dessus de Seattle, tandis que les autorités s'empressaient de satisfaire les exigences de Cooper. L'équipe au sol rassembla les parachutes, obtenus localement auprès d'une école de parachutisme et d'un pilote de cascade, et prépara 10 000 billets de 20 $, qui furent photographiés et tenus prêts. Ces billets furent relevés par leur numéro de série, le FBI espérant pouvoir les tracer s'ils réapparaissaient un jour. À 17h45, avec plus de 2 heures de retard, le vol 305 atterrit enfin à Seattle. À l'aéroport, des tireurs d'élite surveillaient l'avion. Cooper exigea ensuite que tous les stores des hublots soient fermés. Un représentant des opérations de Northwest à Seattle, Al Lee, s'approcha de l'avion en civil avec les objets. Tina McClough sortit de l'appareil pour récupérer l'argent et les parachutes auprès de lui, puis les apporta à Cooper. Après avoir confirmé qu'il avait tout reçu, Cooper libéra les 36 passagers. 4 membres d'équipage restèrent à bord, tandis que l'avion se préparait pour l'étape suivante de son évasion. Une fois toutes les exigences satisfaites, Cooper donna l'instruction à McClough de dire au commandant William A. Scott qu'il voulait se rendre à Mexico. Mais il précisa plusieurs conditions de vol inhabituelles. Voler à une vitesse de 400 km/h, garder le train d'atterrissage sorti, régler les volets à 15 degrés, maintenir une altitude de 3000 mètres, garder l'escalier arrière déployé pendant le vol. Certaines des exigences de Cooper ne pouvaient pas être respectées. Le Boeing 727 n'était pas capable d'atterrir à Mexico à l'altitude et à la vitesse basse demandée,
Une escale pour le ravitaillement fut donc prévue à Reno, dans le Nevada. De même, l'avion ne pouvait pas décoller avec l'escalier arrière déployé. Cooper accepta que l'escalier soit rentré, à condition que l'hôtesse de l'air Tina McClough reste dans la cabine et lui montre comment le déployer une fois en vol. Après un retard de près de 2 heures dû au problème de ravitaillement, le vol 305 repartit à 19h36. Moins de 5 minutes plus tard, Cooper demanda à McClough de retourner au cockpit, où elle rejoignit le reste de l'équipage et verrouilla la porte derrière elle. Vers 20h12, un fort bruit de détonation retentit dans le cockpit. Un changement soudain de la pression dans la cabine, provoqué par le déploiement de l'escalier arrière. Le copilote William Ratajczak contacta ensuite le contrôle aérien, signalant qu'il pensait que Cooper avait sauté de l'avion. Vers 20h45, l'appareil atterrit en toute sécurité à Reno. L'équipage fouilla prudemment la cabine, mais il n'y avait aucune trace de Cooper. L'escalier arrière fut retrouvé déployé, présentant de légers dommages causés lors de l'atterrissage. À un moment donné, entre Seattle et Reno, D.B. Cooper enfila un parachute, descendit par l'escalier arrière et disparut dans la nuit. Dès qu'il fut clair que Cooper n'était plus à bord, des dizaines d'agents du FBI envahirent l'avion, pour ne découvrir qu'un décevant manque de preuves matérielles. 8 mégots de cigarettes, une cravate noire à clip, 2 des 4 parachutes. L'argent de la rançon et sa mallette, qui contenait la bombe, avaient disparu. Le FBI commença immédiatement à fouiller la zone présumée où Cooper avait sauté de l'avion, en se basant sur les descriptions fournies par les passagers et les hôtesses de l'air qui avaient interagi avec Cooper. Homme blanc d'âge moyen, cheveux bruns foncés ou noirs, peignés vers l'arrière, yeux marrons, costume d'affaires sombre, chemise blanche, cravate noire étroite avec pince, porte des lunettes de soleil foncé. En utilisant ces caractéristiques, le dessinateur judiciaire du FBI, Roy Rose, a ensuite réalisé le composite A. Ce portrait était principalement basé sur les témoignages des 3 hôtesses de l'air, Florence Schaffner, la seule membre d'équipage à avoir vu D.B. Cooper sans ses lunettes de soleil, Tina McClough et Alice Hancock. L'alias du pirate de l'air D.B. Cooper a en réalité été inventé par la presse. Le nom qu'il a utilisé sur le billet acheté à Portland était Dan Cooper. Mais à cause d'une erreur de reportage qui se répandit rapidement, le nom D.B. Cooper devint largement utilisé et reste celui associé à l'affaire jusqu'à aujourd'hui. Le FBI savait déjà quand Cooper avait sauté, mais il ne savait toujours pas exactement où. Avant de lancer une chasse à l'homme, il devait approximativement déterminer son point d'atterrissage. Cela s'avéra plus facile à dire qu'à faire, car aucun des membres d'équipage n'avait vu le saut, et les 2 avions militaires qui avaient escorté l'avion de Seattle à Reno non plus. Mais cela n'était pas surprenant, c'était une nuit sans lune et nuageuse. Bien que Cooper ait exigé des conditions de vol spécifiques et une destination, il n'a pas donné à l'équipage un itinéraire détaillé à suivre. Frustré par les retards lors du ravitaillement à Seattle, Cooper pressa l'équipage de décoller. Faute d'itinéraire précis de la part de Cooper, le commandant choisit une route fédérale standard à basse altitude, connue sous le nom de Victor 23, pour le vol en direction de Reno. En se basant sur la vitesse de l'avion et l'heure à laquelle Cooper a sauté, les enquêteurs ont estimé que la zone d'atterrissage la plus probable se situait à environ 40 km au nord de Portland, dans l'Oregon, dans une région connue sous le nom de Dark Divide. Le FBI lança une vaste opération de recherche dans la région. Hélicoptères, avions et unités au sol furent mobilisés. À l'époque, c'était l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire des États-Unis. Les forêts denses, l'immense étendue sauvage et les basses températures compliquèrent rapidement les recherches. Malgré cette opération massive, aucune trace de Cooper, ni de l'argent de la rançon, ni de la mallette. Aucun ne fut jamais retrouvé. Pendant 9 ans, rien ne fut retrouvé. Puis, le 10 février 1980, un garçon de 9 ans, Brian Ingram, faisait un feu de camp sur une petite plage le long du fleuve Columbia, dans le sud de l'État de Washington. En creusant dans le sable, il découvrit 3 paquets de billets totalisant $5 880. A child has led the FBI to the start of a trail it hopes will help them solve the 8.5-year-old mystery of skyjacker D.B. Cooper. Ayant entendu parler du célèbre détournement, ses parents remirent l'argent au FBI. Et effectivement, les numéros de série correspondaient à ceux attribués à Cooper. Cette découverte majeure souleva bien davantage de questions qu'elle n'apporta de réponse.
Le fleuve Columbia s'écoule dans la direction opposée à ce qui serait attendu si les paquets avaient dérivé naturellement. Et les élastiques, maintenant les billets, avaient été trop bien conservés pour avoir survécu 9 ans exposés aux éléments. Ces éléments ont conduit les enquêteurs à conclure que les paquets avaient probablement été enterrés volontairement, soit par Cooper lui-même, soit par quelqu'un d'autre, et aucune explication naturelle n'a été trouvée. La plage de Tennabar et ses environs furent ensuite fouillées minutieusement. Pourtant, aucune trace de D.B. Cooper ni du reste de l'argent de la rançon ne fut jamais retrouvée. Dès le départ, de nombreux enquêteurs et commentateurs ont estimé que D.B. Cooper n'avait probablement pas survécu à son saut en raison des conditions difficiles auxquelles il faisait face. Une sortie de nuit en parachute dans une zone boisée, le froid et la faible visibilité, combinés à des vêtements et à un équipement que de nombreux experts jugent insuffisants pour survivre dans de telles conditions. Le FBI a noté que Cooper ne disposait pas d'un équipement de parachutisme approprié, comme un parachute principal dirigible et du matériel de survie adapté, et que le terrain et les conditions météorologiques rendaient un atterrissage en toute sécurité peu probable. Bien que les chances de survie de Cooper aient été considérées comme faibles, le FBI se concentra rapidement sur les suspects potentiels. L'un des premiers suspects notables fut Richard McCoy, un parachutiste militaire expérimenté qui, fait remarquable, détourna un Boeing 727 et sauta en parachute alors que l'avion était encore en vol, seulement 5 mois après la disparition de D.B. Cooper. Le crime de McCoy présentait des similitudes frappantes avec le détournement de Cooper, ce qui en fit un sujet d'intérêt majeur au départ. Mais c'est là que s'arrêtent les similitudes avec Cooper. Contrairement à ce dernier, McCoy était suréquipé, portant un casque, une combinaison de saut, un plan de vol détaillé et des armes factices. Après avoir sauté au-dessus de l'Utah, il fut arrêté et condamné à 45 ans de prison, avant de mourir 2 ans plus tard lors d'une tentative d'évasion. Après un examen plus approfondi de McCoy, les hôtesses de l'air confirmèrent que ce n'était pas Cooper. Plus tard, un homme nommé Dwayne Weber, qui ressemblait davantage au portrait robot de D.B. Cooper, fit également l'objet d'une enquête. Criminel de carrière, il aurait dit à sa femme peu avant sa mort « J'ai un secret à te dire, je suis Dan Cooper ». Sa veuve se souvenait avoir trouvé un sac de banque semblable à celui utilisé lors du détournement, que Weber avait une blessure au genou due à un saut en parachute. Il avait même visité la région de Tennabar en 1979, 1 an avant que l'argent de Cooper ne soit découvert. Weber correspondait à la description physique de Cooper et avait 47 ans en 1971. Mais ses empreintes digitales et son ADN ne correspondaient pas aux preuves retrouvées dans l'avion. Barb Dayton, anciennement connue sous le nom de Bob Dayton, fut brièvement considérée comme suspecte dans l'affaire D.B. Cooper. Elle avait subi une opération de changement de genre plusieurs années auparavant. Bob avait reçu une formation militaire et au parachutisme. Toutefois, aucun lien supplémentaire ne put être établi entre lui et les événements survenus. Des décennies plus tard, en 2003, Ken Christiansen devint un suspect après que son frère eut noté des similitudes avec D.B. Cooper. Christiansen avait été parachutiste pendant la Seconde Guerre mondiale et avait travaillé pour Northwest Orient. Il avait 45 ans au moment du détournement et était gaucher, correspondant à certains des détails de Cooper. Peu avant sa mort, il aurait laissé entendre à son frère qu'il connaissait un secret, et sa famille retrouva plus de 200 000 $ dans ses comptes bancaires. Florence Schaffner pensait qu'il ressemblait à Cooper, mais des incohérences, notamment sa taille plus petite, sa corpulence plus légère et l'origine de l'argent provenant d'une vente de terrain, remettaient en question son implication. À peu près à la même époque, un homme nommé Ron Carlson affirma avoir rencontré D.B. Cooper dans les années 1980, l'identifiant comme son fournisseur de cocaïne connu sous le nom de Dick Briggs. Briggs était un concessionnaire automobile et escroc de Portland, réputé pour se vanter et raconter des histoires extravagantes. Lors d'un dîner en 1980, Briggs aurait déclaré à Carlson qu'il était D.B. Cooper. Carlson en rit, mais Briggs désigna alors un couple présent et dit « Ce couple-là finira par retrouver mon argent ». 3 jours plus tard seulement, Howard Ingram, l'homme du bar, et son fils découvrirent une partie de l'argent de la rançon sur la rive du fleuve Columbia, avec des numéros de série correspondant à ceux attribués à Cooper. D'autres enquêtes furent menées sur Dick Briggs et de nombreux détails ne correspondaient pas. Apparemment, il n'avait pas de véritable formation militaire, était seulement un guerrier du week-end à temps partiel pour l'armée de l'air. Il ne correspondait pas non plus à la description de Cooper, étant décrit comme un homme petit et trapu. Carlson se sentit un peu embarrassé, ayant cru pendant plus de 40 ans que Briggs était en réalité D.B. Cooper.
Bien que Dick Briggs ait été écarté comme suspect, les enquêteurs tournèrent leur attention vers son entourage pour trouver des pistes potentielles. L'un des amis de Briggs était un homme nommé Robert Rackstraw, qui devint le sujet d'intérêt le plus proche. Bien qu'il n'ait eu que 28 ans au moment du détournement, Rackstraw correspondait à certaines caractéristiques physiques de Cooper et possédait une formation militaire approfondie, ce qui en faisait un suspect crédible. Ce qui avait semblé autrefois une affaire impossible à conclure paraissait maintenant plus proche d'une résolution. En 1977, Rackstraw fut jugé pour le meurtre de son beau-père, mais fut ensuite acquitté. Lorsqu'il fut interrogé, Rackstraw n'admit jamais directement être D.B. Cooper, mais donna des réponses évasives. As you mentioned yourself, your background suggests that you could have been D.B. Cooper. Could have been. Malgré l'intrigue entourant son profil, des problèmes subsistaient. Rackstraw avait les yeux clairs, alors que les témoins affirmaient que ceux de Cooper étaient foncés. Rackstraw fut jugé, mais aucune preuve ne le liait aux événements. Bien que Rackstraw ait été officiellement écarté comme suspect, les enquêteurs continuèrent d'examiner les liens potentiels entre lui et D.B. Cooper. Son expertise militaire, ses compétences inhabituelles et son passé dans des opérations clandestines ont alimenté des spéculations sur d'éventuelles connexions avec la CIA. En 1979, alors qu'il était en liberté sous caution pour fraude, Rackstraw vola un avion de location, prétendit être en possession d'explosifs et effectua un atterrissage forcé en Arizona. Il ne purgea qu'1 an de prison, une peine bien inférieure à ce que la loi prévoyait pour ces crimes. Cela alimenta une théorie persistante des liens que la CIA aurait pu entretenir afin de protéger des informations sensibles. Pour étayer davantage cette théorie, les 8 mégots de cigarettes Raleigh à filtre retrouvés au siège 18E lors de l'enquête initiale disparurent mystérieusement. En 1998, lorsque le FBI tenta d'en extraire de l'ADN, il découvrit que les mégots avaient été détruits alors qu'ils se trouvaient sous la garde du bureau de Las Vegas. Leur disparition est largement considérée soit comme le résultat d'une négligence du FBI, soit comme la destruction délibérée de preuves dans le cadre d'une éventuelle dissimulation gouvernementale visant à protéger l'identité de Cooper. But a lawsuit that's now being filed in D.C. says this so-called D.B. Cooper case is not unsolved. En 2017, de nouvelles preuves furent découvertes sur un objet que Cooper avait laissé derrière lui, après avoir sauté de l'avion. Sur sa cravate, des traces d'éléments de terre rares, dont du titane pur de qualité commerciale, furent détectées. The old clip-on tie from JCPenney is said to be spotted with evidence. À l'époque, ces matériaux étaient principalement utilisés dans les industries chimiques et aérospatiales, ce qui a conduit à la spéculation selon laquelle Cooper aurait pu être employé chez Boeing. Les constructeurs aéronautiques canadiens, comme Canadair, utilisaient également du titane pur dans leurs avions d'entraînement, notamment le CT-133 et le CT-114 Tutor. Certains chercheurs émettent aussi l'hypothèse que Cooper aurait pu s'inspirer du personnage de bande dessinée canadien Dan Cooper, adoptant ce nom lors du détournement. Au cours de la chasse à D.B. Cooper, qui dura des décennies, certains suspects sont morts, tandis que d'autres ont simplement disparu. Un homme a failli perdre la vie en essayant de récupérer l'argent de Cooper dans un sous-marin construit sur mesure. Et le journaliste Carl Fleming a même tenté de se suicider après avoir découvert que sa piste était une fraude. Avec le temps, un schéma inquiétant est apparu. Toute personne poursuivant Cooper semblait vouée à l'échec, donnant naissance à ce que beaucoup appellent aujourd'hui la malédiction de Cooper. Malgré ce schéma inquiétant, de nouvelles enquêtes se poursuivent, même après que l'affaire ait officiellement été classée en 2016. De plus, en juillet 2025, le FBI a publié 398 pages de dossiers précédemment classifiés, révélant de nouvelles pistes concernant des suspects, des analyses médico-légales de la cravate de Cooper et des détails sur un suspect en fauteuil roulant. Ces documents apportent un éclairage sur l'ampleur des recherches et les nombreuses théories qui ont émergé au fil des années. À ce jour, l'identité et la localisation de D.B. Cooper après son audacieux saut en parachute de 1971 restent inconnues. S'il vit encore parmi nous est un mystère qui pourrait ne jamais être résolu. Il faudra attendre pour voir si de nouvelles preuves peuvent nous rapprocher de la vérité. Pensez-vous que Cooper a survécu au saut ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, merci beaucoup de m'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.